Eh ben écoutez, c'est parti pour de la 12.3. Vous êtes encore 200. C'est que c'est vraiment, on a bien fait de le mettre à la fin, la partie 12.3. Et ensuite, il y aura quelques petites. Si vous êtes encore là, restez même encore plus tard, parce qu'après la 12.3, il y a des petites surprises qui vous attendent avant le quiz. C'est bon pour VBO? Est-ce qu'il y a encore des questions, des gars qui sont un peu en lag brain, qui peut-être que attends, si jamais je fais non, c'est bon. Je vous laisse 2 minutes, même pas 1 minute. Allez, 30 secondes. Non, c'est fini. Ok, VBR 12.3 qui devrait arriver avant la fin de l'année. C'est la seule deadline que je peux vous donner. Qui dit point 3 dit mise à jour mineure. Mineure, pas d'impact lors de l'update. On croise les doigts. Peu d'impact, on espère. Et dit aussi potentiellement correction. Correctif de sécurité comme vous avez pu le voir dans la 12.2. Donc si ne tardez pas pour l'installer quand elle sort la 12.3, c'est pareil, il y aura potentiellement besoin de prendre cette mise à jour mineure comme étant importante, si vous voyez ce que je veux dire. Et de préférence, je pense que l'update il fera bien 12 Go parce que l'ISO est de plus en plus gros. C'est l'enfer. Mais c'est un sujet qui est en train d'être adressé par le côté product management pour voir s'ils arrivent à faire des patchs qui sont décorrélés des ISO. C'est un peu compliqué un process de validation d'un build qui ensuite doit être validé pour éviter d'avoir ce qu'ils a, comment ça s'appelle là, pas des man in the middle, ça c'est du réseau quoi. Mais en gros, pour éviter qu'il y ait une attaque par supply chain, c'est quand même compliqué de faire valider un build par une organisation externe. Donc, faire valider des patchs, faire valider des ISO, faire valider des DLL, etc. Ça prend déjà pas mal de temps. C'est assez complexe. Et donc, et en plus le contrôle qualité, tout ça. Bref, je vous épargne les problèmes d'éditeur. Mais c'est pour ça aussi que des fois, il y a que l'ISO, même si on a juste besoin de faire une mise à jour. Et parfois, même si c'est mineur et que c'est pas, il y a quand même beaucoup de DLL qui sont changés, et donc ça nécessite de redéployer tout, quoi. Bref, on a bien conscience que pas mal d'installations, surtout quand vous gérez plein de petits clients, taper un DL de 12 Go pour la mise à jour, c'est pas agréable. D'ailleurs, dans la Service Provider Console, maintenant, quand vous voulez patcher, c'est en 2 étapes. Quand vous voulez upgrade ou patcher un serveur, je sais pas si vous avez vu dans la VSPC, mais cliquez sur patcher, première chose download, deuxième install. Comme ça, si jamais l'install à la foirée, ça vous supprime pas le download, ce qui n'était pas le cas en version 8 natif. Voilou. Allez, 12.3. Ah, Julien, il a vu que c'était bien. Et oui, top. Self-service pour le disaster recovery. On a enfin, les amis, dans le cadre de vCloud Director, une update sur le self-service portal. Donc, le portal de l'Enterprise Manager, on a enfin un update avec la possibilité d'afficher à un client ses jobs de réplication. Alors, c'est l'Enterprise Manager, hein, ça n'a pas changé, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, Enterprise Manager, c'est Customer Facing. Et donc là, si jamais vous faisiez des jobs de réplication VCD, c'est-à-dire de VCD à VCD, ou CDP même, CDP, VCD à VCD, donc les deux, réplication asynchrone ou via CDP, vous avez maintenant la possibilité d'afficher ce job au client pour qu'il sache pourquoi il paye. C'est déjà pas mal, parce qu'on nous disait déjà, moi je lui fais ça en back-end, comment le client peut savoir que je le fais? Et ben voilà, au moins maintenant, il va pouvoir le voir. Alors, comment il va le voir? Vous allez me dire, il va pas pouvoir les créer lui-même, mais où est-ce que j'ai mis ça? On va le voir, on va pouvoir lui mapper. J'en parle après, mais on va pouvoir lui mapper les jobs en fait. Vous créez vous-même comme un grand votre job de réplication, et ensuite vous faites la commande PowerShell qui existe déjà pour map un job à une organisation, et ça apparaîtra tout seul dans le portail du client. Ça marche pour la réplication, ça marche pour le CDP. D'accord? En plus d'avoir la visibilité sur ces réplications, il va aussi pouvoir faire du self-service failover. D'accord? Donc ça c'est top. Au moment où il va faire, au moment où il va avoir besoin de faire son failover de sa réplication, il est autonome pour le faire. Toujours dans le dashboard du self-service, il y a l'onglet VM, il choisit sa partie, sa réplica. Si c'est du CDP, il a même son magnifique point in time, où il va pouvoir aller choisir exactement le moment où il fait sa réplication d'un où il fait son failover d'un site à un autre.
Donc, je vous l'ai dit, comment ça marche sur le serveur de YAS, sur le Hosted VBR Server. Vous créez vos policies, vos CDP snapshot réplication job ou CDP policy, et ensuite on fait la commande PowerShell magique, et la policy ou le job, ils vont apparaître dans le self-service portal pour le client. Est-ce que déjà, moi je suis très content de cette nouveauté. Enfin une nouveauté sur le self-service, certes pour vCloud Director, mais enfin une petite nouveauté dans le monde du service provider sur cette magnifique Enterprise Manager. Le petit bonus, c'est qu'on peut aussi faire du file level. C'est-à-dire qu'un client, si vous proposez de la réplication VCD, le client, depuis le CDP ou depuis les snapshots, et en self-service, il va pouvoir faire lui-même ses restaurations. Il va aller dans l'onglet File, il prend ses restore points CDP ou ses restore points ou ses points de réplication, et il peut aller les browse pour aller restaurer lui-même ses fichiers. Et ça, c'est vraiment bien, ça fait une grosse amélioration, une grosse plus-value sur les offres que vous pouvez proposer à vos clients en self-service sur VCD. Maintenant que vous lui avez mis à dispo les jobs VCD, maintenant que vous lui avez mis à dispo les jobs de réplication, pour les jobs de réplication snapshot, pas les policies CDP parce que là c'est trop complexe, mais sur les policies snapshot based, si vous lui avez mis à disposition un job de réplication, il va pouvoir aller éditer ce job. Donc il va être en self-service sur l'édition pour être autonome lui-même à rajouter ou enlever des VAP de son job de réplication. Donc il est vraiment en self-service. Il voit et il peut même éditer. Donc en gros, vous créez le job, vous enablez le service en lui mappant, et une fois qu'il le voit, c'est fini, il peut faire n'importe quoi avec. L'autre petite facilité, c'était pas le cas avant, si vous utilisez CCP, c'est que maintenant on va pouvoir en version 12.3, on va pouvoir le cloner. Donc si vous avez des policies de CDP, vous faites clone, ce n'était pas le cas avant, et ça sera beaucoup plus facile du coup de cloner des policies pour ensuite les mapper à des utilisateurs VCD. Le CDP, il a une petite amélioration toute bête, mais avant le point in time recovery, il était assez limité, à quelques heures, je crois, 24 heures. Et le short time retention, c'était à peine 24 heures, et maintenant ça va passer à 7 jours. Donc l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'en 12.2, même si on avait un short time RPO de 5 secondes, on pouvait avoir que 24 heures, donc la partie verte que vous avez à droite. Et si jamais on perdait un fichier, on était obligé d'utiliser le long terme, donc celui qui était toutes les 8 heures par exemple, snapshot base, etc. Maintenant, on peut lui demander le short term, donc les 5 secondes, l'avoir sur 168 heures. Bon, c'est un cas extrême, hein. On ne conseille pas de le faire sur 7 jours parce que ça fait beaucoup de fichiers à garder du coup. Ça fait beaucoup de space consumption sur le data store. Most case, donc ils vous disent voilà, à peu près 72 heures c'est pas mal, 24 heures c'était peut-être des fois trop court. 72 heures c'est un bon juste milieu, peut-être pas aller jusqu'à 7 jours. Mais ça permet d'aller plus granulairement sur 7 jours au maximum 7 jours en arrière pour des applications très critiques. Est-ce que le customer pourra faire la création initiale du job de réplication? Non. Donc sans besoin du provider pour créer et faire du mapping? Non. C'est vraiment vous qui créez le premier job de réplication, le mapper à une organisation VCD. Ça vous permet dans ce job de définir la source, la destination, les configs par défaut. Et lui, après, il pourra l'éditer pour aller enlever ou rajouter des objets dedans. Autre grosse nouveauté pour moi qui est vraiment très important pour VCD, c'est vous avez enfin le Sure Backup. Donc la version light, comme on l'appelle dans le milieu, dans les coins de ruelles sombres. Sure Backup Lite, c'est tout simplement, sans Virtual Lab, juste la capacité d'aller monter le backup sur le Moon Server et de lancer des scans Yara et des scans antivirus. Vous allez enfin pouvoir vendre à vos clients qui ont du VCD une offre de test d'intégrité, d'antivirus ou de Yara Rules en fonction des besoins sur des backups VCD. Voilà, je trouve que ça manquait cruellement de pouvoir faire tout simplement ça. Donc, c'est pas visible pour le client. Si jamais vous voulez le rendre visible, dans la partie Advanced, vous avez la partie Reporting. Vous pouvez juste cliquer dessus, mettre l'adresse email du client et recevoir un rapport à chaque fois que son Sure Backup Job il tourne. Voilà, pour l'instant, c'est pas visible dans le portail self-service.
mais ça vous permet de le faire déjà, et ça, c'est bien. Est-ce que tu veux faire quelques slides, Lolo, ou est-ce que tu continues comme tu le sens? Non, non, tu peux continuer parce que je les ai pas vues, celle-ci. C'est celle que tu as vue au, Ouais, au à Berlin. 100, ouais. Ouais, tu les as vus aussi avant le 100. C'est de Hmm. la training d'Ivan. Donc, Restore, AWS et Azure. Depuis le Cloud Connect Server. Sure Backup VCD compatible NSX. Oui, en fait, comme il n'y a pas de Virtual Lab, donc il n'y a pas de pop d'appliance, Maxime, il n'y a pas de problème de NSX X, V, T, Y, tout ça là. C'est uniquement le Moon Server qui monte les données et on va lancer l'antivirus et le Scaniara sur le Moon Server. Donc, on s'en fout de l'environnement VCD, qu'il est du NSX ou pas, quoi. Il n'y a pas de Virtual Lab, il n'y a pas de test de démarrage de machine, il n'y a pas de ping, de heartbeat, etc. C'est uniquement passer un Yara Rules, passer un antivirus et scanner potentiellement pour intégrité, pour des problèmes d'intégrité au niveau des blocs. Le Restore, AWS et Azure, uniquement depuis le Cloud Connect Server. Pourquoi? Comment? Pourquoi je vous dis ça? Avant, le client il vous envoyait des trucs sur Cloud Connect, et à un moment, il voulait se servir de ce qui était dans Cloud Connect pour faire un disaster recovery plan, par exemple dans Azure. Et il peut pas. Sur sa console à lui, côté tenant, il fait clic droit, restore. Il n'a pas la possibilité d'aller sur du cloud public. En vrai, ça sert pas à grand chose, parce qu'il faudrait qu'il remonte un VBR de son côté, qu'il revoie, enfin, qu'il ait son VBR qui soit connecté au Cloud Connect, et de chez lui, qu'il fasse un clic droit, restore Azure. Pas très intéressant. Là où du coup, comment ça a été pensé? Ça a été pensé pour que ce soit vous, service provider, qui puisse, à la demande du client, restaurer ses machines vers de l'Azure ou de l'EC2. Donc vous pouvez déjà faire de l'instant recovery dans vos environnements, d'accord, sur du VMware, si c'est du VMware, de l'Azure, si c'est de la, enfin, l'Hyper-V, si c'est de l'Hyper-V. Et maintenant, vous pouvez rajouter EC2 et Azure. Donc ça, c'est prévu en 12.3, je vous le dis toujours. C'est de la 12.3 ce que je vous parle. Mais ça veut dire que, voilà, côté Cloud Connect Server, vous pouvez faire un clic droit et restaurer les données dans Azure pour un client qui le souhaiterait. Ça vous permet de faire du disaster recovery vraiment à moindre coût. Le client, il utilise que votre Cloud Connect Backup pour stocker les données. Et si jamais à un moment vous voulez lui mettre en place un PRA, clic droit, restore, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça fonctionne. Grosse limitation, il faut que les backups soient non cryptés. D'accord? Faut pas que le client, le tenant, il ait choisi de chiffrer ses sauvegardes. C'est une limitation qu'ils cherchent à lever dans le futur, mais pour l'instant, ils n'ont pas les ressources R&D pour le faire. Ok? Direct Restore to AWS et Azure depuis le serveur Cloud Connect pour des backups qui seraient non chiffrés. Vous avez déjà depuis longtemps la possibilité de faire du cloud Connect, du CDP, du Cloud Connect réplication avec le CDP. Donc c'est bonjour, je suis service provider, j'ai une belle infrastructure, je mets du CDP, faites de la réplication lire synchrone, de chez vous à chez moi c'est du vSphere, chez moi c'est du VCD, allez-y, faites-vous plaisir. Et ben le problème c'est que on le lançait pas, c'était plus difficile à tester. On a enfin la possibilité du côté du client et du côté du VCC, donc de chez le client ou de chez vous, la possibilité de faire un clic droit sur ce failover plan et de lancer un test. Et ce qui est capital, c'est que ce test n'interrompt pas le processus de réplication. Donc vous pouvez maintenant vendre le CDP, c'est important, et surtout vendre le fait que vous pouvez tester périodiquement que le CDP fonctionne, qu'il arrive à le répliquer, il est capable de start, de récupérer une IP ou pas, etc., etc. Sans impacter le processus de réplication. Et il y a même, si jamais vous faites en PowerShell, il y a un Keep Alive Duration qui vous permet de laisser en plus se répliquer en mode test pour si jamais le client il veut faire des tests dessus de vérification de conformité. Est-ce que c'est clair pour vous? On me dit yeah. Non, c'était un yes. Bah, si tu veux, je peux le faire là. J'ai déjà eu un retour Ah bah sur la vas-y, partie Microsoft Entra ID. ça m'intéresse. Ce qu'il faut savoir, c'est de toute façon, on va avoir une présentation d'un partenaire lors de notre ASE meeting. Je l'ai convié pour qu'il puisse venir faire un retour d'expérience. Ça va être le cas 29 novembre pour ton info.
Ce qu'il faut savoir sur cette partie-là, c'est que les sauvegardes, elles sont envoyées directement vers la base de données Postgre, donc elles sont pas directement sur un repository comme on pourrait le voir sur les sauvegardes traditionnelles. Il n'y aura pas d'immuabilité non plus dans un premier temps parce qu'on sauvegarde ça sur la base Postgre. Que dire de plus? Donc là, c'est en bêta, hein, pour ceux qui veulent l'utiliser ou faire des tests. Il est encore temps. Vous pouvez demander la bêta auprès de Baptiste ou moi-même. Donc voilà, c'est les deux choses, les deux seuls retours que j'ai pour l'instant. J'ai eu des retours de PM. Ils ne prévoient pas pour l'instant la possibilité de sauvegarder sur un repo, mais ça va être directement dans la database Postgre. Donc en gros, Mais ce il y a qui les slides voudrait après dire. justement avec Ouais, ouais. l'architecture. Ah bah vas-y, let's go alors. Sur cette partie-là, Ouais, c'est pas très intéressant. je me Voilà. souviens plus trop. Commençons Ouais. juste par dire qu'est-ce que c'est Ouais. Entra ID pour les gens qui connaissent pas. Ouais. Entra ID, c'est tout simplement l'AD, l'Active Directory, hein, c'est le nouveau nom, hein, qui a été donné pour remplacer ce que vous connaissez déjà. Comme je disais, c'est basé directement, donc ça va être intégré sur la 12.3, sauvegarde directement sur de la base Postgre uniquement. Pas d'immuabilité encore, pas de backup copy job bien évidemment sur Alors c'est le nouveau nom. sur la partie. Ouais, C'est c'est le nouveau vraiment. nom. Ouais. C'est plus complexe qu'un simple annuaire. Microsoft, c'est vraiment, ça gère beaucoup de choses Entra ID. Ça sert pas que pour la partie annuaire. Il y a beaucoup d'objets du coup dedans. Chaque utilisateur, chaque groupe, chaque application, etc. C'est des objets. Chaque objet a plein d'attributs. Il y a plein de relations entre ces attributs. Et donc l'idée, c'est de proposer la sauvegarde de cette partie Entra ID. Et c'est de l'identity management, hein. Et aussi de sauvegarder les logs, parce que les logs, par défaut, ils sont sauvegardés que 30 jours. Donc il y a les audits, les signing logs, provisioning logs, tout ce qui est graph API logs, voilà, les 4 types de logs. Tout ça, ils sont gardés que 30 jours. Donc tous ces objets, que ce soit en ID objet ou logs, l'idée c'est, avec Vim maintenant, c'est de vous proposer de les sauvegarder. Donc on va faire un type de job. Donc ça, c'est pareil, c'est édité, c'est sorti de la bêta, hein. Comme l'a dit Lolo, n'hésitez pas à nous demander, il y a une bêta qui tourne et d'ici décembre, on devrait l'avoir du coup en version officielle. On rajoute l'organisation à Microsoft 35 avec les bons droits et on peut sauvegarder user, groupe. Donc c'est sur le Vim Backup et application, d'accord? C'est VBR qui va faire ce job d'aller sauvegarder Entra ID. C'est pas VBO, c'est VBR. Pourquoi? Un, me posez pas la question. Deux, si je devais répondre, c'est qu'ils m'ont dit que c'était, enfin ils nous ont dit que c'était parce qu'on utilisait notamment pour la gestion des logs le moteur de NAS Backup. Voilà, donc on va sauvegarder pas mal de types de jobs, on va pouvoir sauvegarder pas mal de logs. C'est un job plutôt standard. Et c'est ça la fameuse architecture dont je te parlais, si tu veux la commenter du coup, Lolo. Ah oui, petit truc sympa aussi, c'est qu'on va pouvoir sauvegarder en fait la base Postgre au travers de VBR, hein. Donc même si comment dire, c'est stocké dessus les données, on va pouvoir quand même sauvegarder cette fameuse base de données. Donc les tenants, donc bien évidemment, donc vous voyez sur la gauche, vont passer va être gérés et backupé via un VBR, et dans la base Postgre, ça va être décorrélé. Donc directement par tenant, vous allez pouvoir retrouver, ça va pas être mélangé, vous allez pouvoir retrouver la première database pour le premier tenant et ainsi de suite. Donc le nombre de tenants que vous avez, c'est le nombre de tenants, enfin de DB que vous allez avoir dans la partie Postgre directement. C'est ça, et la partie log, pour le coup, c'est du NAS Backup. Du coup, c'est du repository. Donc les objets, c'est dans Postgre. Donc, si vous avez du SQL Server, ça marche pas. Et donc, il faut forcément Postgre pour pouvoir faire du sauvegarde d'Entra ID. Et, et les logs, eux, ce seront sur du repository. Effectivement, pour répondre à la question de Cédric, c'est une même instance Postgre et à l'intérieur plusieurs DB. Donc, vous pouvez bien évidemment
sauvegarder l'intégralité de l'instance et de pouvoir restaurer ou alors sauvegarder uniquement la DB en question, si nécessaire. Ou restaurer la DB du tenant numéro 2, par exemple. Yes, petite question d'Olivier, c'était aussi est-ce qu'on a besoin d'avoir une corrélation ou une connexion avec l'AD local? Pas du tout, hein. Dans VBR, il y a un wizard avec écrit, comme pour VBO, rajouter l'organisation, rajouter les crédentials pour pouvoir se connecter, MFA, etc. Aucune interaction avec la partie locale. Quel sera le licensing pour la sauvegarde d'Entra ID? T'as une idée, toi? J'ai pas souvenir de ça. C'était aux dernières nouvelles 10 points pour 10 utilisateurs. C'est des packs de 10 et c'est 10 points. Et je vous le dis tout de suite, c'est tout ou rien. On ne peut pas sauvegarder que 3 objets Entra ID. On sauvegarde l'intégralité d'Entra ID. Il y a trop de corrélations et de relations entre les différents objets pour pouvoir ne sauvegarder que 3 personnes. Tu sauvegardes 3 personnes, tu veux les restaurer, il n'y a rien qui marche. Clairement, il y a trop de facteurs d'interaction. Donc, c'est 10 points pour 10 utilisateurs. Et si je dis pas de bêtises, je crois que pour les clients finaux, c'est une vul pour 10 utilisateurs. Un truc comme ça, c'est à peu près la même chose, quoi. C'est pas objet, hein, on est Non, d'accord, c'est c'est utilisateur. utilisateur, c'est 10 users. Tu peux avoir des Utilisateur. milliards d'objets, de relations, de groupes, d'applications, etc. C'est basé au user. Et ensuite, la conso de points en VCSP Ouais, sera c'est ça. calculée comment? Sur le VBR, sur ton serveur VBR, tu auras une nouvelle ligne. Aujourd'hui, tu as les VM, les workstations, les VApp, les applications, les cloud VM. Tu as toute une liste de trucs, bah, tu auras Entra ID user et tu auras un nombre d'users par pack de 10 et ça fera 10 points à chaque 10 utilisateurs. Benjamin, il est chaud pour cette nouveauté, super bonne nouvelle, bah écoute, tant mieux. Possible de backuper Entra ID depuis VBR vers VCC? Non. Non, puisque c'est vers une base Postgre. Donc, soit le client il le fait chez lui sur son VBR et ça va sur Postgre, et tout ce qu'il peut faire c'est sauvegarder son Postgre avec son VBR et l'envoyer vers Cloud Connect. Comme disait Lolo, la base Postgre, elle peut être sauvegardée avec VBR et être envoyée vers Cloud Connect. C'est une VM ou un agent, faites ce que vous voulez avec, je m'en fous. Soit c'est vous en tant que service provider qui offrez ce service à vos clients. Donc, vous avez un VBR comme sur l'image, hosté chez vous, vous rajoutez plein de tenants et vous les envoyez vers votre base Postgre et les logs vers un serveur un backup engine. Je crois qu'ils ont fait des tests et en termes de performance, je sais plus, plus de 200 000 objets, enfin c'était en millions d'objets, ça prenait 2 minutes. Donc c'est vraiment pas un problème vous n'aurez pas de problème de sizing, perf, dimensionnement. Apparemment c'est très très robuste de sauvegarder des millions d'objets en quelques minutes. Olivier qui dit que 1 point égale 1 user, ça coûte un rein, ton truc. Écoute, c'est pas à moi qu'il faut dire ça. Je ne suis que le messager. Je suis que le NATS serveur de Vim. Du coup, je suis d'accord que c'est peut-être pas donné. Après, on va voir ce que ça donne dans les faits. Viens avec un gros projet, Olivier, et on verra, tu sais, ce qu'on peut faire toujours, hein. On a un cas client où il y a eu des usurpations d'identité, mais à plus de 30 jours, on est planté sur les logs. Eh ben, Benjamin, viens communiquer, viens, comment on dit, témoigner de ces anomalies parce que ça nous permettrait de promouvoir justement le backup des logs de plus de 30 jours. C'est important. Oui, peut-être. Honnêtement, on ne sait pas encore si tu veux dédier un VBR ou pas. Ils ont l'air de dire que t'es pas obligé de dédier un VBR. Si ton VBR a déjà à la gueule, oui, il rajoute pas un workload. Si ton VBR il va bien, apparemment c'est pas très gros en termes de taille, c'est assez rapide en termes de perf. Voilà. Benjamin, je note en tout cas que tu as déjà eu ce cas-là. Donc je serais intéressé pour prendre ton feedback sur ce scénario de justement où t'avais pas plus de 30 jours et t'étais dans le caca. Ah bah tu peux pas, je crois pas que tu puisses avoir deux instances Postgre. Ça va être le Postgre du VBR qui va être utilisé, David. Je pense pas que tu puisses dédier un VBR, un Postgre. Rien à voir, ok, rien à voir. Autre nouveauté, complètement rien à voir avec Postgre. Je change de sujet.
il y aura un système d'auto-provisioning. Franck, si tu es là, ou Hugo, ou même Antoine, tiens, ou Flux, mais bon, Flux, je doute. Si vous êtes là, sachez que cet auto-provisioning fonctionne du coup sur le SOBR. L'idée, c'est que vous avez votre SOBR en performance tiers avec du stockage objet, donc direct to objet, d'accord? Et vous avez 4 buckets, d'accord? Et vous dites, bah voilà, moi j'aimerais bien qu'il n'y ait pas plus de 20, 30, 40 machines par bucket, parce que je sais qu'après mes buckets sont pleins, ça marche plus, ça perf, c'est dégueulasse et tout. Au lieu de rajouter 200 buckets directement dans le performance tier, parce que le problème de rajouter 200 buckets dans le performance tier, c'est qu'il va devoir les rescan périodiquement. Et si tu as 200 object storage qui sont directement sur ton VBR, qui rescan en permanence, juste pour le plaisir de dire que ça va scale dans le futur, limite ça va tuer le VBR avant même qu'il ait les capacités de scale. Maintenant, il y aura ce bouton provisioning. On prévoit à l'avance plein de buckets, mais on les rajoute pas concrètement dans le SOBR. Et on lui dit, une fois que tu as dépassé les 20 machines, tu utilises celui d'après le bucket. Et une fois que tu as refait 20 machines, tu utilises le bucket d'après. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça permettra d'éviter d'avoir à rajouter trop de buckets à l'avance et de plomber les perfs au niveau du rescan. Et ça permettra de scale, continuer à scale malgré tout pour le direct objet. D'accord? C'est que pour le direct objet. D'accord? C'est pas dans le capacity tiers. Et donc c'est vraiment pour le SOBR en performance tiers. Autre truc important sur la 12.3, il y aura pas mal de nouveautés au niveau REST API. Le serveur VBR va avoir encore plein de nouvelles REST API. La capacité de lancer en REST API la partie licence, la partie Yarascan, la partie Security and Compliance en REST API, voir où est-ce que ça en est, tout ce qui est les events de 4eyes, tout ce qui est l'Entra ID. Et donc Entra ID, le backup, restore du tenant ou des logs, se fait intégralement en REST API. Donc si jamais vous avez, c'est un service provider qui a son propre self-service portal, c'est fait pour être intégré nativement. Je vous montre d'ailleurs, je reviens juste un peu, et ça va vous faire un peu bizarre. Là, ce que vous voyez derrière, c'est l'Explorer. C'est un Explorer de nouvelle génération, c'est la première fois chez Vim, c'est un Explorer en HTML5. C'est plus un client lourd que vous installez, donc vous avez vu, ça va évoluer vers ces trucs-là. C'est plus un client lourd que vous installez, que vous mettez à jour, blabla, vous connaissez les Explorers. C'est du HTML5, c'est le premier Restore Explorer en HTML, basé uniquement sur les REST API. Donc les API qui sont dispo dans la 12.3 ont permis de faire ce portail-là. Donc n'importe qui peut développer son propre portail de self-service, l'intégrer dans ses outils, parce que même nous, c'est pas un Explorer client lourd, c'est un Explorer full REST API. Donc quand vous aurez la 12.3 et que vous cesserez de faire une restore, souvenez-vous, ah, c'est marrant, ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, n'a rien à voir avec les Explorers. Et ben voilà, vous êtes dans le futur. Qu'est-ce qu'il nous reste? Pas grand-chose, pareil, PowerShell. En 12.3, vous avez Lolo, il vous a parlé tout à l'heure de migration avec un script. On espère avoir une commande PowerShell pour pouvoir faire les migrations de vCenter. Donc toujours la KB dont on parlait tout à l'heure. J'ai absolument pas la liste, Julien, des supports Windows GuestOS. Là, il faudra attendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En violet, Baptiste, c'est ce qui permet d'être fait uniquement en PowerShell. Hein. C'est ce qui est intéressant pour les service providers en violet. Le En reste, c'est violet, intéressant d'accord. pour tout le monde. Pour les service providers, c'est la capacité Ouais. en PowerShell, faire la partie migration des centers, de pouvoir Ok. automatiser en PowerShell du coup le backup restore. Le reste, c'est un peu généraliste. Ils ont juste surligné ce qui était plus intéressant pour les service providers. Ok. Voilà, bon, amélioration du reste API, amélioration des PowerShell commandes. Voilà, donc petit rappel des listes. C'est le service VCD avec la partie réplication, mapping, failover, édition des jobs de Snap, des jobs de réplication, CDP, Cloud Connect, la partie test de failover plan CDP vers Cloud Connect réplication, la partie restore de tenant de Cloud Connect Backup vers AWS ou Azure, le backup d'Entra ID avec son full REST API support, l'Object Storage Repository avec le fameux auto-provisioning, et ah oui, je crois,
Je crois qu'on l'a pas vu encore. Bah ça, il faudra attendre un peu plus sur la 12.3. Je vais vous tease un peu, mais il y a un truc qu'on n'a pas vu, mais parce que bon, il y a un truc ici qui s'appelle Mixing Different Object Storage Type in One SOBR. On va attendre qu'elle sorte, hein. Mais il se pourrait que côté performance tiers, on puisse mettre différents types de S3. C'est-à-dire du S3 immuable, du S3 non immuable, et du S3 compatible, et du S3 Azure, et du Blob Azure. De mettre plein de types d'objets différents, pas pour que ça parte en couille, juste pour pouvoir faire plus facilement des migrations. Si vous passez d'un Azure à un AWS, vous le mettez dans le même SOBR, vous faites un maintenance mode avec evacuate sur l'un, ça partira dans l'autre S3. C'est juste pour faciliter les migrations. Moi j'attends de le voir pour le croire, mais normalement voilà, on pourra mixer différents object storage types dans un seul SOBR. Sur Backup Lite pour VCD, retenez bien ça, c'est important. Et Vim Thread Hunter, j'en ai pas parlé parce qu'on va attendre que ça sorte. Mais le nom déjà, Vim Thread Hunter, vous n'êtes pas prêts. Hein. Alors, Vim Harden Repository, Rocky Linux est approuvé. Feedback. J'ai un slide après, on va poser la question. Bonjour, est-ce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités de prévues sur... Non, non, en 12.3, c'est que... Bah là, il y a déjà eu un hotfix pour le Proxmox. Faudra attendre une version l'année prochaine. Faudra attendre peut-être la V13 de Vim pour avoir des améliorations sur Proxmox. Là, ils sont encore en train de faire du bug fix. Et les nouvelles, pour Proxmox, les nouveautés, ce sera plus en l'année prochaine avec la version 13. Voilou, voilou. XCP, alors là, j'en ai pas entendu parler du tout. J'ai vu le post sur le forum d'Anton. XCP, ouais, XCP-NG, en fait, ça fait partie d'une feature request. On a beaucoup de partenaires qui nous l'ont demandé. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour qu'on vous rajoute dans la feature request. Comme ça fait avancer les choses côté product management chez Voilà, nous. envoyez le mail à Laurent surtout. En copie Baptiste, pour le coup, comme je suis support de scale en réflexion. Ça me parle pas, ça. Si, mais Olivier, il a toujours des trucs chelous avec. C'est un autre type d'hyperviseur, avec des mini PC qui permettent de faire des clusters. Ok. Écoute, non, toujours pas Olivier, pas du tout entendu parler de ça. Je préférais qu'ils aillent faire du d'OpenStack, si tu veux mon avis, plutôt que d'aller faire du Non, scale. toujours pas de NAS backup vers VCC, Non, tout ouais, je comme pense. le. Quasi Non, sûr que ça n'arrivera jamais, toujours pas. Rémi. Ouais. Il n'y a pas que du mini PC, il y a du gros aussi. A-t-on la possibilité de faire de la migration Hyper-V to VMware avec un moyen plus rapide que du backup plus Instant VM Recovery, comme, comme le fait le Soft Z par exemple? Le zzzz. Non, on n'a pas de conversion à la volée qui est prévue pour l'instant. Mm. Donc c'est backup restore. Et non, on n'a pas de conversion en réplication. Nous sommes dans les temps, il me semble, donc on peut, Ouais. s'il y Bah a d'autres écoutez, questions. on est même bien dans les temps, ça fait plaisir. Mm. Je finirai ma journée moins fatiguée. Alors, random stuff. Qu'est-ce qu'on a avant le quiz? On a juste, si jamais vous avez de la service provider console, il y a un KB qui est le 4670 qui permet de voir comment optimiser et maintenir et faire le maintenance de son serveur SQL. Voilà, ça fait longtemps que c'était demandé. Ils ont mis un paquet de temps à accoucher de ce truc-là. Donc voilà, si jamais vous avez un SQL Server pour la Service Provider Console, checkez ce KB et regardez si jamais voilà, vos maintenance plans sont conformes à ce que on vous recommande. Migrer, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais il y a un truc qui s'appelle la communauté, community.vim.com. C'est un forum communautaire. Là d'ailleurs, il y a le Vim User Group à Aix en ce moment. Il y a le Vim User Group à Paris chez OVH jeudi prochain, je crois, pendant la grève. Merci la SNCF. Oui. Qui du coup c'est issu généralement de ce qu'appelle la partie communauté. Vous avez le forum de la R&D, qui est le forum où vous pouvez faire directement des requests au product management, mais vous aurez des infos côté produit. Et à l'inverse, vous avez ce parti communautaire où vous pouvez échanger entre vous, clients, partenaires, etc. Et il y a des gens
qui poste des magnifiques tutos. Et je trouvais que ce tuto-là était intéressant. C'est le tuto sur comment migrer une infrastructure Vim en dehors du domaine. Si jamais vous êtes dans le domaine, c'est quoi les best practices pour les sortir du domaine? Je vais allumer la lumière un peu. Voilà. Voilà, je trouvais que c'était intéressant de vous le donner, ce truc-là. Ça vous permet de voir et la communauté et de voir les posts qui existent déjà dessus. Alexandre, 46,70. film.com/kb 46,70. Hop. Ok, voilà, donc ça c'est pareil, si jamais vous voulez vous jeter un œil sur ce qui existe dans la communauté, si même vous avez des projets, des feedbacks, vous parlez tout à l'heure de ouais, Entra ID, ouais, backup de VBO en V7, partagez avec la communauté, ça sert vraiment à ça. Il y a des gens, je sais qu'il y a quelqu'un qui avait fait un script de job, de reporting complet de VBO qu'il avait mis en dispo sur la communauté, enfin voilà. C'est communautaire, il y a une section française, n'hésitez pas à venir dessus. Est-ce que je peux coller le lien? Absolument pas, Olivier, mais tu auras les slides. Je peux pas le copier en vrai, je peux pas là. Non, Euh, je vais le faire si tu veux. oui, c'est à l'occasion. Je le fais, je le Grosse fais. nouveauté avant une introduction encore plus introduite que jamais. On a release de façon officielle le Harden Repository, le Manage Harden Repository ISO by Vim. D'accord? C'est un ISO euh, C'est un ISO du coup qui vous permet d'installer facilement un Harden Repository. D'accord, un Vim Harden Repository. Aujourd'hui, vous étiez obligé de déployer à vous-même votre serveur Linux et ensuite le tuner correctement et le rajouter dans le serveur Vim. Là, ça fait toute l'install pour vous, ça s'assure que c'est parfaitement sécurisé. Ça, c'est la première chose. Ça vous donne des crédentials que vous rentrez dans VBR. Vous n'avez pas besoin de compétences Linux. Donc ça, c'est une grosse nouveauté. Mais la très très grosse nouveauté, ouvrez bien vos oreilles, la très très grosse nouveauté avec ça, c'est que c'est Managed by Vim. C'est-à-dire que c'est Vim qui s'engage à faire le support et qui s'engage à faire les mises à jour. C'est Vim qui va valider en contrôle qualité, donc c'est basé sur Rocky, qui va valider en contrôle qualité les updates Rocky et qui va les pousser sur le serveur. Sur le serveur. C'est la première itération d'une appliance, bon, c'est pas vraiment une appliance, quoi, mais d'un environnement Linux managé par Vim. D'accord? C'est une grosse étape. Pour l'instant, le support il est écrit encore en expérimental. Mais allez sur le forum, regardez le post, lisez ce que ça fait, testez-le dans un environnement si vous pouvez. Le jour où j'aurai le temps, Inch'Allah, j'essaierai aussi de pouvoir tester cette partie-là ISO. Mais donc retenez bien ça, c'est assez nouveau pour Vim de manager un OS. On se met à vous proposer une appliance où vous n'avez pas la gestion de l'OS, c'est Vim qui fait la gestion des packages. Pourquoi je vous dis ça? Non, la mâche du repo se fait pas via le VBR. Non, pas pour l'instant, je crois pas. C'est le repo qui se met en mise à jour. Voilà, je sais même. Je crois tout seul. Tu vas dessus, t'as un espèce de drop-down menu quand tu te connectes dessus et tu peux dire check les mises à jour, etc. C'est encore directement dessus, quoi. Bah là, c'est la release, Alexandre. Tu vois, il y a écrit release en haut à gauche. Release entre crochets, c'est officiel. Release. Je suis sur le forum de test, c'est pas mal, mais j'ai dû monter mon dernier XFS il y a un mois et je pouvais pas attendre la fin des tests. Non, non, pas de souci, mais voilà, faut savoir que ça existe, vous pouvez le tester. Prochaine fois que vous avez des trucs à monter, bah vous regardez, hein, maintenant c'est du release, c'est supporté par Vim, patché par Vim. Et pourquoi je vous dis ça? Bah parce que bientôt, en version 13, donc la Vim Backup et Application version 13, on en parlera en live mardi 19. Donc je vous ai mis le lien ici, avec mes collègues, pour le coup c'est Johan Chabé et Arnaud Quenum. Arnaud Quenum qui a une très très bonne chaîne YouTube, il gère l'Afrique francophone, qui a une excellente chaîne YouTube, je vous invite à le chercher sur YouTube. Il fait des trucs beaucoup plus quali que moi, avec des back to basic, avec des choses très très intéressantes. Eh ben, vous avez là, on va vous parler de la V13. Et dans la V13, eh ben, c'est sur la grosse nouveauté de la V13, je vous cache rien, c'est VBR sous Linux. VBR sous Linux,
On en fera du coup la présentation et la démonstration de la technical preview, donc on aura les vues de l'interface, à quoi ça va ressembler, on échangera tout ça pendant le live. Mais par rapport à ce que je vous disais juste avant, c'est que ça pourra être sous forme d'appliance. Donc vous pourrez télécharger l'OVA ou l'ISO de l'appliance Vim Backup V13, un peu à la manière du vCenter, sur lequel vous n'aurez pas la main pour rien casser, et vous aurez donc ce sera sécurisé by design parce que personne ne pourra être root. Bon, me dites pas, je sais que sur vCenter on peut l'être et ça se trouve on pourra l'être, hein. Mais l'idée c'est d'avoir un truc sécurisé, mais c'est surtout d'avoir un truc managé, piloté par Vim. C'est Vim qui, comme à la manière d'un VMware, à la manière de toute autre appliance, fera les mises à jour. Ça ne veut pas dire que ce sera la seule façon d'installer VMV13 sur Linux. Peut-être qu'il y aura des RPM, peut-être qu'il y aura des installations en ISO, peut-être que je ne sais pas. Mais il y aura fortement une installation sous forme d'appliance pour justement faciliter les déploiements et faciliter le maintien opérationnel. Et c'est le 19, le mardi 19, je crois, j'ai pas mis l'horaire, mais scannez le QR code, prenez le 13h30. lien YouTube, c'est 13h30. Vous me direz ce que vous en pensez, enfin en live, si jamais vous êtes là. De toute façon, il y aura la rediffusion, ça va être sur la chaîne YouTube en mode VOD. L'horaire. J'ai mis 13h30 en me disant, les gars, si vous voulez être là avant de revenir travailler à 14h, vous pouvez être là. Si jamais vous voulez considérer ça comme du boulot et le prendre à partir de 14h, vous pourrez, parce que je pense que ça va durer à peu près maximum 1 heure. Donc voilà. Bon. C'est la première tentative d'un live un peu formel, un peu testé, à plusieurs en plus, ça va être un peu le bordel. Mais voilà. Je n'en dis pas plus. On me pose des questions, je ne répondrai pas, parce que je n'en sais pas plus. Oui, il y avait des notions de haute disponibilité sur l'appliance, potentiellement. Maintenant, on va attendre que ça sorte, parce que j'entends des bruits de couloir comme quoi oui, c'est prévu, mais peut-être pas dans la première version. Ah. Donc on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Celle-là, j'ai l'expression, elle est bonne. Du vMone sous PostgreSQL, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, il y a une technical preview de vMone aussi, j'en ferai un live certainement plus tard. On a le temps, de toute façon, vu que c'est prévu pour l'année prochaine, de refaire des lives à ce sujet-là. Et certainement des vidéos dans la foulée. Donc voilà, c'était le petit teasing sur la partie V13 qu'on fera plus en live mardi 13h30 et vous aurez, si vous n'êtes pas dispo, la VOD disponible derrière. Pour les vieux, VOD ça veut dire vidéo on demande. C'est cadeau, c'est pour vous. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de voir à court terme, moyen terme, long terme, des feature requests? Si c'est le cas, allez sur le forum. Des problèmes, ouvrez un case. Voilà, je pense qu'on a fait le tour.